Je m'appelle Cordelia Blackwood, 82 ans, et j'ai passé 43 ans comme infirmière pédiatrique à l'hôpital Mercy Général avant de prendre ma retraite. J'ai sauvé d'innombrables vies, tenu des milliers de bébés en pleurs, réconforté des parents inquiets durant leurs nuits les plus sombres, et consacré toute mon existence à prendre soin des autres. Maintenant, je me tenais sous la pluie glaciale d'octobre devant ma propre maison au 4847 avenue Thornfield, jetée comme une vulgaire ordure par la personne même pour qui j'avais tout sacrifié. Mon fils Tadeu se tenait dans l'encadrement de la porte, sa silhouette d'1,80 m bloquant la lumière chaleureuse de l'intérieur. Sa femme Serafina rôdait derrière lui comme une ombre bien habillée, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant contre le chambranle. Aucun des deux ne me regardait dans les yeux. « C'est pour ton bien, maman, dit Tadeu, sa voix aussi froide que la pluie qui trempait mon fin cardigan. L'Institut Mémoire de Briarston a un lit disponible. Ils sont spécialisés dans les cas comme le tien. Des cas comme le mien. Comme si j'étais un simple dossier médical à traiter, tamponné et classé définitivement. Comme si 47 heures d'accouchement, 18 ans de maternité célibataire et des décennies d'amour inconditionnel pouvaient se réduire à un cas. » La pluie s'intensifiait, trempant mes vêtements, mes cheveux blancs plaqués sur mon crâne. Je serrais ma petite valise, la même que j'avais emportée en voyage de noces avec Robert 53 ans auparavant. À l'intérieur, il y avait 3 tenues de rechange, mes médicaments pour la tension, un album photo qu'ils ne savaient pas que j'avais caché, et mon chapelet. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma mémoire était revenue 3 jours plus tôt, aussi claire et tranchante que du verre brisé. Le brouillard qui avait obscurci mon esprit pendant 6 mois s'était levé comme un rideau de théâtre, révélant la vérité hideuse de ce qui s'était passé pendant que j'étais perdu dans la confusion. Je me souvenais maintenant de tout, y compris du billet de loterie que j'avais acheté la veille de mon AVC, actuellement caché dans la doublure de mon soutien-gorge. 23 millions de dollars. Il pensait envoyer une vieille femme confuse au loin pour voler ce qui restait de sa pension et la maison que j'avais payée avec mon sang, ma sueur et des heures supplémentaires. Au lieu de cela, il libérait un phénix sur le point de renaître des cendres de leur trahison. « Ta voiture arrivera dans 5 minutes, dit Serafina, sa voix douce comme du miel artificiel, la même voix qu'elle utilisait pour parler à son spitz nain. Ne t'inquiète de rien, Cordelia. Nous gérerons toutes tes affaires pendant que tu recevras les soins dont tu as besoin. » Je parie que vous le ferez, pensai-je amèrement, sentant le bord tranchant du billet contre ma peau, juste au-dessus de mon cœur. Ils avaient déjà assez géré, mes comptes bancaires, mes fonds de retraite, des cartes de crédit que je n'avais jamais demandées. Ils pensaient que je ne savais pas, mais je savais tout. La berline noire s'arrêta au bord du trottoir, ses phares perçant la pluie comme des yeux accusateurs. Cette maison, où j'avais planté des rosiers pour Robert, où j'avais appris à Tadeu à faire du vélo dans l'allée, où j'avais passé d'innombrables nuits à marcher avec lui quand il souffrait de coliques, voilà ma récompense. 30 ans de mensualités hypothécaires rassemblées grâce à des doubles quarts de travail et des heures supplémentaires. 20 ans de matins de Noël, de fêtes d'anniversaire et de projets de foires scientifiques. Des milliers de déjeuners préparés, de matchs de football et de réunions parents-professeurs où je l'avais défendu contre toute critique. Tout cela avait mené à ce moment, debout sous la pluie pendant que mon unique enfant me jetait. En marchant vers la voiture, mes chaussures orthopédiques clapotant dans les flaques d'eau, je me retournai une dernière fois. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle était le jour où Robert et moi l'avions vue pour la première fois. Bardage blanc, volets verts, l'érable dans la cour avant surplombant maintenant le toit. « Au revoir, mon fils, dis-je doucement, ma voix à peine audible sous la pluie. Tadeu avait déjà fermé la porte. La lumière du porche s'éteignit, me laissant dans l'obscurité. La conductrice, une jeune femme aux yeux bienveillants et aux tresses complexes, sortit immédiatement avec un parapluie. « Oh ma pauvre, vous êtes trempée !» s'exclama-t-elle, m'aidant avec ma valise. « Entrons vous mettre au chaud. » Elle poussa le chauffage dès que nous fûmes dans la voiture, me regardant avec inquiétude dans le rétroviseur. « Dure soirée ?» demanda-t-elle gentiment, s'éloignant de l'avenue Thornfield. Je m'installai sur la banquette arrière, ma main touchant inconsciemment l'endroit où des millions de dollars reposaient contre mon cœur. Pour la première fois en 6 mois, je sentis mes lèvres s'étirer en un sourire sincère. « Non, ma chère, dis-je, me surprenant moi-même par la force dans ma voix. Je pense que ça pourrait être la meilleure soirée de ma vie. » Elle parut confuse mais me sourit en retour. Voilà l'esprit. Briarston est un endroit agréable. Ma tante y a séjourné un moment. Ils organisent des binos le mercredi. Je la laissai parler,
la laisser combler le silence avec un bavardage joyeux sur les activités et les commodités de l'établissement de soins mémoriel que je ne verrai jamais. Parce que j'avais d'autres projets. Des projets qui n'incluaient pas d'être entreposés comme un meuble encombrant pendant que mon fils et sa femme dépouillaient systématiquement tout ce pour quoi j'avais travaillé. Alors que nous traversions les rues vides, la pluie ruisselant sur les vitres comme des larmes, je pensais au numéro de loterie que j'avais choisi. Ils étaient tous significatifs, 07 pour juillet, quand Tadeu est né. 19 pour le jour où Robert est mort. 35 pour le nombre d'années de notre mariage. 43 pour mes années de service à l'hôpital. 66 pour l'année de ma retraite. Étage 82 pour mon âge actuel. Toute ma vie réduite à 6 chiffres. Et ces 6 chiffres venaient de me libérer. L'ironie était délicieuse. Pendant qu'il complotait pour m'enfermer, le destin préparait mon évasion. 23 millions de dollars. Assez pour disparaître, recommencer, enfin vivre pour moi-même au lieu de vivre pour les autres. La pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur de cette voiture chaude, se dirigeant vers une destination que je n'atteindrais jamais, je sentais enfin le soleil commencer à se lever. 6 mois plus tôt, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital stérile à Merci Général, le même hôpital où j'avais travaillé pendant plus de 4 décennies, sans connaître mon propre nom. Les lumières fluorescentes au-dessus de moi bourdonnaient comme des guêpes en colère, et tout sentait le désinfectant industriel mélangé à cette odeur particulière de maladie qui ne quitte jamais tout à fait les murs d'un hôpital. Docteur Martinez, avec qui j'avais travaillé pendant 20 ans, me regardait avec une préoccupation professionnelle. « Cordelia, vous avez eu un léger AVC », expliqua-t-elle doucement, comme si elle parlait à un enfant. « Cela a affecté vos centres de mémoire. Savez-vous qui je suis ?» Je regardai son visage familier et ne ressentis rien qu'un vide, comme en regardant la photographie d'inconnu. Tadeu était assis à côté de mon lit, tenant ma main, de véritables larmes coulant sur son visage. « Ne t'inquiète pas, maman, dit-il, sa voix se brisant d'émotion. Je m'occuperai de tout. Tu vas aller bien. Je te le promets. » À ce moment-là, son dévouement toucha quelque chose de profond dans mon cœur confus. Il semblait épuisé, ses cheveux habituellement parfaits ébouriffés, son costume coûteux froissé. Serafina se tenait près de la fenêtre, son visage un masque de préoccupation qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux calculateurs. En y repensant maintenant avec du recul, je réalise que ses larmes étaient probablement de joie. Il avait enfin trouvé l'opportunité qui l'attendait. Les médecins expliquèrent que la perte de mémoire était sélective et probablement temporaire. Je pourrais me souvenir de certaines compétences mais pas des personnes, de certains événements mais pas d'autres. Ce dont je ne me souvenais pas alors, ce à quoi mon cerveau endommagé ne pouvait accéder, c'est que 2 semaines avant mon AVC, j'avais surpris Serafina dans mon bureau à 2 heures du matin, photographiant mes documents financiers avec son téléphone. Je l'avais confrontée, et elle avait ri en disant qu'elle aidait Tadeu à organiser une surprise pour mon anniversaire. Naïve et confiante, je l'avais cru. La maison sur Willowben Court était une monstruosité moderne de verre et d'acier, rien à voir avec ma maison confortable sur Thornfield. Tadeu insista que le déménagement était temporaire. « Juste jusqu'à ce que tu ailles mieux, maman, promit-il, me guidant vers ce qui deviendrait ma prison, une petite chambre au-dessus de leur garage à 3 voitures. Nous l'avons aménagée spécialement pour toi. Regarde, ta couette préférée de la maison. » La pièce sentait l'huile de moteur et le nettoyant industriel, avec une seule fenêtre donnant sur leur jardin parfaitement entretenu. Serafina l'avait décoré avec des meubles génériques d'un magasin discount. Rien à voir avec les pièces anciennes que j'avais collectionnées pendant des décennies. Ils avaient même mis un verrou sur la porte, pour la sécurité, disait-il, au cas où tu errais la nuit. J'étais reconnaissante alors, confuse et effrayée par les vastes lacunes dans mon esprit, pathétiquement reconnaissante pour leur gentillesse. Je n'ai pas remis en question pourquoi ils avaient besoin de ma procuration juste pour les décisions médicales. Les documents apparurent comme par magie, Tadeu expliquant chacun patiemment pendant que Serafina planait avec un stylo. « Celui-ci est juste pour que je puisse parler à tes médecins, maman. Celui-là est pour ton assurance. Et celui-ci. » Sa voix s'estompa en bruit de fond alors que je signais ma vie, littéralement. Je ne me demandais pas pourquoi Serafina s'occupait soudainement de mes opérations bancaires pour aider pendant la récupération. Quand mon carnet de chèques disparut et fut remplacé par une petite allocation hebdomadaire pour les frais accessoires, je l'acceptai docilement. Le brouillard dans mon cerveau faisait paraître tout raisonnable, nécessaire même. Après tout, comment une femme qui ne pouvait pas se souvenir de son propre anniversaire pouvait-elle gérer des questions financières complexes?
Mais les souvenirs, j'ai découvert, sont comme des mauvaises herbes, on peut les couper, mais les racines restent, attendant les bonnes conditions pour germer à nouveau. Ils ont commencé à revenir par fragments, comme des morceaux d'un miroir brisé reflétant des images déconnectées. D'abord, des souvenirs sensoriels, l'odeur de l'eau de Cologne de mon défunt mari Robert, la sensation de la terre de jardin entre mes doigts, le goût du rôti dominical de ma mère. Puis des visages ont commencé à s'attacher à des noms, Éléanore du club de lecture, Docteur Patel de l'hôpital, mon facteur Marcus qui s'enquérait toujours de mes roses. Les souvenirs arrivaient plus vite, revenant en torrent. Mon compte de retraite avec 380 000 $ épargnés sur des décennies. Les polices d'assurance vie sur lesquelles Robert avait insisté. La maison sur l'avenue Thornfield, payée depuis 2018, valant près d'un demi-million sur le marché actuel. Il y a 3 nuits, tout s'est cristallisé en un moment dévastateur de clarté. J'étais allongé dans cette chambre au-dessus du garage, écoutant leurs disputes à travers les murs minces. Nous devons aller plus vite, siffla Serafina. Les cartes de crédit sont au maximum, et les paiements minimums nous tuent. Tadeu marmonna quelque chose à propos de se sentir coupable. Coupable. Le rire de Serafina était tranchant comme du verre brisé. Elle nous doit, Tad. Toutes ces années à te faire sentir sans valeur, à critiquer chaque choix que tu as fait, à essayer de contrôler ta vie. C'est justice. Alors que leurs mots empoisonnaient l'air, mes souvenirs se réarrangeaient comme un puzzle complété. Je me souvenais de tout, y compris du billet de loterie que j'avais acheté chez Sales Corner Store la veille de mon AVC, en utilisant mes numéros porte-bonheur comme toujours. Le billet. Mon Dieu, le billet. Je l'avais glissé dans la boîte à bijoux de ma mère pour le garder en sécurité, la même boîte en acajou qui contenait son alliance et les médailles de guerre de mon père. Une boîte à bijoux qui était remarquablement absente des quelques possessions qu'ils avaient apportées de ma maison. Mon cœur s'emballa tandis que je gisais dans l'obscurité, feignant d'être la même vieille femme confuse qu'ils attendaient pendant que mon esprit faisait des calculs. Le tirage avait eu lieu il y a 6 mois. Quelqu'un avait-il gagné? Combien de temps avais-je pour le réclamer? Où était ma boîte à bijoux maintenant? Les questions se multipliaient comme des cellules cancéreuses, mais je devais rester calme. Je devais jouer le rôle de la mère à la mémoire défaillante pendant que je planifiais mon évasion. Ils pensaient avoir volé mon esprit en plus de tout le reste. Ils avaient tort. Le voleur de mémoire avait échoué, et maintenant il était temps pour la propriétaire légitime de récupérer ce qui lui appartenait. Demain, je commencerai ma recherche. Cette nuit, je pratiquerai mon acte confus une fois de plus, car ma vie, ma vraie vie, en dépendait. Le lendemain matin se leva gris et bruneux, correspondant à mon humeur alors que je me traînais dans la cuisine avec mes pantoufles usées et ma robe de chambre délavée, des éléments de costume dans ma performance élaborée. Serafina était assise à l'îlot de marbre, sirotant un jus vert tout en faisant défiler son téléphone, probablement en regardant des sacs à main hors de prix qu'elle achèterait avec mon argent. « Bonjour, ma chère, dis-je, ajoutant un léger tremblement à ma voix. « As-tu vu mes lunettes? Je n'arrive pas à me souvenir où je les ai mises. » Elle leva à peine les yeux, faisant un geste vague vers le salon. « Regarde sur la table basse, Cordelia. Et s'il te plaît, essaie de garder la trace de tes affaires. J'ai trouvé tes lunettes de lecture dans le réfrigérateur hier. » « Non, vous ne les avez pas trouvées, pensais-je. Vous les y avez mises vous-même pour faire croire à Tadeu que j'empire. » J'attendis patiemment mon moment. Tadeu partit pour son travail chez Meridian Insurance à précisément 8h15. Embrassant Serafina sur la joue avec toute la passion de quelqu'un payant un péage. Serafina partit pour son cours de pilates à 9h30, mais pas avant de me rappeler 3 fois de ne pas répondre à la porte, d'utiliser la cuisinière, ou de m'égarer à nouveau. Dès que sa Mercedes ronronna hors de l'allée, je me transformai. Ma démarche traînante devint des pas résolus. Mon expression confuse s'aiguisa en détermination. J'avais peut-être 90 minutes pour fouiller leur chambre. Le cours de pilates du samedi de Serafina était sacré, suivi d'un brunch avec ses amis tout aussi insipide. Leur chambre principale était un monument à l'excès, lit king size californien avec drap de soie, téléviseur à écran plat occupant un mur entier, et un dressing plus grand que ma chambre au-dessus du garage. J'ai commencé par le côté de Serafina, prenant soin de mémoriser la position de chaque objet. Derrière sa collection de sacs de designer, Gucci, Prada, Louis Vuitton, tous achetés avec des cartes de crédit à mon nom, sans doute, je l'ai trouvé. La boîte à bijoux de ma mère, négligemment poussée derrière une contrefaçon d'Hermès. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Vide. Non, attendez, la doublure de velours était lâche.
Je l'ai soigneusement décollé, et il était là, légèrement froissé mais intact, mon billet de loterie. Je m'assis sur leur lit obscènement cher, le billet serré dans mes mains tremblantes, et sortis le téléphone prépayé que j'avais acheté des mois auparavant lors d'une de mes errances confuses. Le site web de la loterie se chargeait lentement, chaque seconde paraissant une éternité. J'entrai les numéros 07, 19, 35, 43, 66, 82 et attendis. L'écran clignota. Félicitations. Vous avez un billet gagnant. Puis le montant, 23 millions de dollars. 23 millions de dollars. J'ai dû le lire 5 fois avant que ça ne pénètre. Mais ensuite, l'avertissement qui glaça mon sang. Les billets doivent être réclamés dans les 180 jours suivant la date du tirage. Il vous reste 14 jours. 2 semaines. J'avais 2 semaines pour m'échapper de cette prison, me rendre au bureau de la loterie et réclamer mon prix avant qu'il ne disparaisse à jamais. Mais je ne pouvais pas simplement partir. TAD2 avait ma pièce d'identité, ma carte de sécurité sociale, tous mes documents pour les garder en sécurité. Je devais être stratégique. J'ai soigneusement photographié le billet avec mon téléphone prépayé, puis l'ai glissé dans la doublure de mon plus vieux soutien-gorge élimé, celui de 1987 que Serafina ne toucherait pas même avec une perche de 3 mètres. J'ai remis la boîte à bijoux exactement à sa place, effacé toute trace de ma présence, et me suis traîné dans ma chambre pour planifier. Les brochures de l'Institut Mémoire de Brierstone ont commencé à apparaître dès le lendemain, éparpillées négligemment autour de la maison comme des miettes de pain menant à ma perte. « Regarde, maman, dit TAD2 ce soir-là, sa voix artificiellement joyeuse. Cet endroit a des installations incroyables. Ils ont même une serre où les résidents peuvent jardiner. » Je fis semblant d'étudier les photos brillantes pendant que mon esprit calculait. 8 000 par mois, j'entendis Serafina chuchoter à TAD2 plus tard. Mais une fois qu'on aura vendu sa maison et encaissé ses comptes de retraite, on sera tranquille pour des années. La maison seule rapportera au moins 400 000 sur ce marché. TRE 450 000 sur ce marché. Peut-être 450 000 sur ce marché. TRE 450 000 si on la met bien en valeur. Ma maison. La maison coloniale des années 1950 où j'avais planté un rosier pour chaque anniversaire de TAD2 jusqu'à ses 18 ans. Où Robert avait construit une cabane dans l'arbre qui se dressait encore dans le chêne du jardin. Où j'avais passé 17 ans comme veuve, créant une vie pleine de sens et de but après la perte. Il dépensait déjà mentalement les recettes, planifiant des vacances et des rénovations et Dieu sait quoi d'autre sur les os du travail de ma vie. Serafina avait même appelé un agent immobilier. Je l'ai entendu programmer une visite préliminaire pour la semaine suivante. Il m'aurait enfermé à Brierstone avant que la boîte à clés ne soit placée sur ma porte d'entrée. J'ai commencé ma rébellion de façon minime et déniable. Quand Serafina laissait son ordinateur portable ouvert, je renversais accidentellement de l'eau sur le clavier en essayant de me souvenir comment utiliser un ordinateur. Quand du courrier important arrivait, relevé bancaire, résumé d'investissement, je les organisais serviablement dans le broyeur à déchets. « Oh mon Dieu » disais-je, les yeux écarquillés de confusion. Je pensais les mettre dans le classeur. Chaque acte de sabotage m'achetait du temps, frustrait leurs plans et me procurait une profonde satisfaction. Mais ce n'était que des tactiques dilatoires. J'avais besoin d'un vrai plan d'évasion, et rapidement. Les relevés de cartes de crédit que j'ai accidentellement découverts en cherchant mon tricot dressaient un tableau clair de leur vol. Des cartes ouvertes à mon nom sans ma connaissance, épuisées en vêtements de designer, bijoux, vacances en Europe et procédures cosmétiques. Près de 200 000 $ de dettes accumulées sur 2 ans, toutes portant mon nom et mon numéro de sécurité sociale. Ils planifiaient cela bien avant mon AVC. L'événement médical avait simplement accéléré leur calendrier. Pas étonnant que Serafina ait photographié mes documents financiers. Elle avait besoin des informations pour ouvrir des comptes, falsifier des signatures et vider systématiquement mes ressources alors que j'étais encore assez lucide pour potentiellement les attraper. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Dans leur avidité et leur arrogance, ils n'avaient jamais imaginé que je pourrais avoir un billet de loterie gagnant caché. Ils avaient cherché des bijoux précieux à vendre, des documents importants à falsifier, mais un simple morceau de papier valant 23 millions de dollars? Cela leur avait glissé entre les doigts comme du sable. Maintenant, je devais juste m'assurer de glisser aussi. 12 jours restants. L'horloge dans mon esprit tic-taquait plus fort que celle sur le mur de la chambre du garage. 12 jours pour la liberté. 12 jours pour la justice. 12 jours pour récupérer non seulement mon argent, mais ma vie.
Le billet de loterie pressait contre mon cœur à chaque respiration. Une promesse de papier pour la rédemption. Il voulait m'enterrer vivante à Bryarston, mais j'avais d'autres projets. 23 millions d'autres projets, pour être exact. Découvrir l'ampleur complète de leur trahison nécessitait un travail de détective digne de mes romans policiers préférés. Pendant les nombreuses absences de Serafina, pilates, soul cycle, yoga chaud, shopping thérapeutique, j'ai mené des missions de reconnaissance minutieuses dans toute la maison. Ce que j'ai trouvé aurait brisé mon cœur s'il n'avait pas été déjà en miettes. Dans le bureau de Tadeu, caché sous des déclarations fiscales dans un classeur verrouillé, la clé était ridiculement prévisible, sa date d'anniversaire. J'ai trouvé un dossier intitulé « Opération coucher de soleil ». À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés pour ma démolition financière, évaluation immobilière de ma maison, formulaire pour liquider mes comptes de retraite, demande d'hypothèque inversée et une liste complète de mes actifs jusqu'à la valeur estimée de ma porcelaine de mariage. Le document le plus accablant était un calendrier écrit dans la calligraphie parfaite de Serafina. Il commençait il y a 2 ans avec phase 1, établir le contrôle financier, et se terminait par phase 4, placement en soins de longue durée. Selon leur calendrier, j'aurais dû être tranquillement installé à Bryarston il y a 3 mois, mais ma récupération inattendue avait compliqué les choses. Il y avait des notes frustrées dans les marges, encore trop cohérentes pour un internement complet et besoin d'une justification médicale plus forte. Ils avaient même recherché des médicaments qui pourraient aggraver la confusion chez les personnes âgées. Mon propre fils avait été prêt à empoisonner mon esprit pour voler ma vie. La pomme n'était pas tombée loin de l'arbre, sauf que l'arbre était Serafina, et elle l'avait transformé en quelque chose de pourri. J'ai tout photographié avec mon téléphone prépayé, constituant mon propre dossier. Les preuves étaient accablantes, signatures falsifiées sur des documents de prêt, faux courriels de mes comptes, même une feuille d'exercice où Serafina avait perfectionné mon écriture. Ils avaient été méthodiques, patients et totalement impitoyables. Mais ils avaient aussi été négligents dans leur arrogance. Les traces sur papier fonctionnent dans les 2 sens, et les leur menaient directement à des accusations de fraude fédérale si je choisissais de les poursuivre. Pour l'instant, cependant, j'avais de plus gros poissons à frire. 10 jours jusqu'à l'expiration de mon billet. 10 jours pour organiser une évasion qui ne déclencherait pas immédiatement une chasse à l'homme. Mon opportunité est venue sous la forme de la réunion d'université de Serafina à Chicago. Elle en parlait depuis des semaines, l'occasion de montrer son nouveau corps, gracieuseté du docteur Kimball et de ma carte de crédit à mon insu, sa garde-robe de designer, merci, carte Nordstrom que je n'ai jamais demandée, et son mari à succès, le succès étant relatif quand il est construit sur la maltraitance des aînés. Elle serait absente pendant 4 jours, laissant à 2 gérer à la fois le travail et moi. J'ai joué la confusion cette semaine-là, l'appelant Robert occasionnellement, demandant des nouvelles de personnes mortes depuis des décennies, tâtonnant avec des tâches simples. Le jeudi, il était épuisé et frustré. Peut-être devrions-nous accélérer le calendrier de Bryarston, je l'ai entendu dire à Serafina au téléphone. Je ne peux pas gérer ça plus longtemps. Vendredi soir, j'ai fait mon mouvement. J'ai préparé son repas préféré, rôti avec tous les accompagnements, le même dîner que j'avais préparé pour chaque occasion importante de son enfance. Oh, Tadeu, dis-je, laissant les larmes monter. Je passe une si bonne journée. Je me souviens de tout clairement. N'est-ce pas agréable, juste nous deux? Comme quand tu étais jeune. Il s'adoucit légèrement, se souvenant probablement de moments meilleurs avant que Serafina n'ait empoisonné son esprit contre moi. Je lui servis des portions généreuses, gardant son verre de vin plein, l'écoutant se plaindre du travail, hochant la tête avec sympathie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais écrasé 3 de mes somnifères sur ordonnance dans sa purée de pommes de terre. Rien de dangereux, juste assez pour s'assurer qu'il dormirait profondément. À 10 heures, il ronflait dans son fauteuil inclinable, la télévision diffusant un match de basket. J'ai agi rapidement mais avec précaution. D'abord, j'ai récupéré mes documents dans son coffre-fort de bureau. La combinaison était notre ancienne adresse, béni soit son cœur sans imagination. Permis de conduire, carte de sécurité sociale, passeport, certificat de naissance, tout était là. Ensuite, j'ai fait mes bagages stratégiquement. 2 tenues de rechange, articles de toilette de base, mes médicaments et l'album photo que j'avais caché. Je ne pouvais pas prendre beaucoup sans éveiller les soupçons. Dans le tiroir de Serafina, j'ai pris $500 en espèces qu'elle gardait pour les urgences. Considère cela comme une urgence, chère belle-fille. J'ai écrit une note simple. Je vais à Bryarston comme prévu. Le service de voiture a déjà été payé. Ne vous inquiétez pas pour moi.
Qu'il pense que j'avais confondu les jours, que dans mon état confus j'avais organisé mon propre emprisonnement. Cela m'achèterait un temps précieux avant qu'il ne réalise la vérité. J'ai appelé un Uber depuis mon téléphone prépayé, demandant qu'on me prenne 3 pâtés de maison plus loin. En marchant dans les rues sombres, ma valise roulant derrière moi, je me sentais comme une prisonnière s'échappant d'Alcatraz. Sauf que mes gardiens étaient ma propre chair et mon propre sang, et mon crime était le péché impardonnable de vieillir. Le bus Greyhound de nuit pour Denver était presque vide, juste moi, un jeune couple qui dormait enlacé à l'arrière, et un homme d'âge moyen qui marmonnait à lui-même tout en tricotant ce qui semblait être une écharpe assez longue pour atteindre la lune. Je somnolais par intermittence, serrant mon sac avec mes documents, sentant la présence du billet de loterie contre ma peau comme un talisman. Chaque fois que le bus s'arrêtait, je me tendais, m'attendant à ce que des policiers montent, à ce que Tadeu apparaisse en exigeant que je revienne. Mais les kilomètres défilaient paisiblement, chacun m'éloignant de la captivité et me rapprochant de la liberté. L'aube se leva alors que nous traversions le Colorado, peignant les montagnes dans des teintes d'or et de promesses. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Dans le reflet de la vitre du bus, j'aperçus mon reflet, une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, mais aussi autre chose. De la détermination. De la force. La même expression que j'avais il y a 40 ans quand Robert est mort et que j'ai décidé de continuer à travailler, de continuer à élever notre fille seul. Tadeu avait oublié que sa mère était une survivante. Il avait confondu gentillesse et faiblesse, sacrifice et stupidité. Maintenant, il allait apprendre qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme qui a passé 8 décennies à apprendre à endurer. 9 jours restaient à mon compte à rebours vers la liberté. Le bus roulait dans la matinée du Colorado, me portant vers ma résurrection. Dans mon sac à main, j'avais encore les somnifères que j'avais utilisés sur Tadeu. Je les avais gardés comme assurance, mais en regardant le lever du soleil sur les Rocheuses, je réalisais que je n'en aurais pas besoin. J'en avais fini d'endormir les gens. Il était temps de se réveiller et de vivre. 23 millions de dollars m'attendaient, mais plus que cela, la liberté m'attendait. La liberté d'être plus que la mère de quelqu'un, le fardeau de quelqu'un, la victime de quelqu'un. La liberté d'être Cordelia Blackwood, qui qu'elle décide de devenir à 82 ans. Le billet de loterie ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de récupérer mon identité de ceux qui avaient essayé de l'effacer. Il y a 20 ans, quand Tadeu a eu 35 ans, il a assisté à une conférence d'assurance à Las Vegas qui changerait nos 2 vies à jamais. Il m'a appelé de l'hôtel, fou d'excitation. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un, dit-il, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Elle s'appelle Serafina Vance. Elle est brillante, belle, sophistiquée, tout ce dont j'ai jamais rêvé. » J'étais heureuse pour lui, vraiment. Il était célibataire depuis si longtemps, enterré dans le travail, vivant toujours dans un appartement modeste et conduisant une Honda de 10 ans. Peut-être, pensais-je, avait-il enfin trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie. Comme j'étais naïve. Serafina n'était pas intéressée à partager. Elle était intéressée à prendre, transformer et contrôler. Leur mariage 1 an plus tard était une étude en excès qui me mettait mal à l'aise. Serafina insistait sur le club de campagne, la robe de designer qui coûtait plus que mon salaire annuel, le repas à 7 services qui laissait la moitié des invités confus quant à quelle fourchette utiliser. J'ai offert d'aider à payer, mais Serafina a ri, ce rire teinté, dédaigneux que j'avais appris à redouter. « Oh, Cordelia, dit-elle, c'est gentil, mais Tadeu et moi nous en occupons. » Il ne le faisait pas, bien sûr. J'ai appris plus tard qu'il s'était considérablement endetté pour ce mariage de conte de fées, la première de nombreuses erreurs financières qui se transformeraient en vol. Mais ce jour-là, j'ai mis de côté mes inquiétudes et j'ai regardé mon fils épouser une femme qui le regardait comme une opportunité d'investissement. La transformation a commencé immédiatement. Disparu, mon fils qui portait des costumes de confection et apportait son déjeuner au travail. À sa place se tenait un étranger en chaussures de cuir italien et montre de designer, conduisant une BMW qu'il ne pouvait pas se permettre. Quand j'ai gentiment suggéré qu'ils vivaient peut-être au-dessus de leurs moyens, Tadeu est devenu défensif. Serafina dit qu'il faut projeter le succès pour l'atteindre, dit-il. Peut-être que si papa avait compris cela, tu n'aurais pas eu à travailler si dur. La cruauté désinvolte du commentaire me coupa le souffle. Robert avait été facteur, fier de son travail honnête, jamais honteux de subvenir aux besoins de sa famille par le service à sa communauté. Nous étions heureux. Mais apparemment, être heureux n'était plus suffisant. Les appels à la maison diminuèrent de hebdomadaire à mensuel à seulement lors des fêtes.
Quand Robert est mort subitement d'une crise cardiaque il y a 15 ans, Tadeu a prononcé un bel éloge funèbre qui a fait pleurer tout le monde. Mon père m'a enseigné la valeur du travail acharné, dit-il. Il m'a montré que l'intégrité compte plus que le revenu. Serafina se tenait à côté de lui, vérifiant son téléphone. Ils sont partis immédiatement après l'enterrement, prétextant qu'ils avaient des réservations pour dîner qu'ils ne pouvaient pas annuler. Je me tenais seule à la tombe de Robert, me demandant quand j'avais perdu mon fils. Pas à cause de la mort, mais à cause de quelque chose de pire, de quelqu'un qui l'avait convaincu que l'amour était conditionnel à la valeur nette. En nettoyant leur chambre d'amis durant mon emprisonnement, j'ai trouvé une boîte de vieilles affaires de Tadeu poussée dans le placard. À l'intérieur, enterrée sous des annuaires et des trophées de baseball, se trouvait une enveloppe adressée à mon doux garçon dans mon écriture. La lettre à l'intérieur était datée d'il y a 18 ans, la veille de son départ pour l'université. Je me souvenais de l'avoir écrite à notre table de cuisine, les larmes brouillant les mots. Mon très cher Tadeu, te voir devenir un homme a été la plus grande joie de ma vie. Tu es gentil, brillant et brave. Ton père et moi sommes si fiers de la personne que tu es devenue. Ne laisse jamais personne diminuer ta lumière ou te faire sentir moins que l'âme incroyable que tu es. Souviens-toi, l'argent va et vient, mais le caractère est éternel. Avec amour toujours et éternellement, maman. Il l'avait gardée toutes ces années, cette relique d'avant que Serafina n'ait réécrit son histoire. Dans sa version, j'étais la méchante, contrôlante, critique, jamais satisfaite. Elle avait pris chaque conflit parent-enfant normal et l'avait amplifié en abus. Le moment où je m'inquiétais de ses notes est devenu des attentes impossibles. Mes préoccupations concernant sa phase fêtarde à l'université sont devenues essayer de contrôler sa vie. Ma suggestion d'attendre avant de demander Serafina en mariage après l'avoir connue seulement 6 mois est devenue un sabotage jaloux. Elle m'avait dépeinte comme un monstre si efficacement que même Tadeu le croyait, oubliant des décennies d'amour, de sacrifice et de soutien. J'ai photographié la lettre avec mon téléphone, puis les replacer exactement où je l'avais trouvée. Un jour, je pourrais avoir besoin de lui rappeler qui nous étions l'un pour l'autre. Mais en découvrant plus de preuves de leur plan, des emails discutant de ma condition qui se détériore, des recherches sur les tutelles, des imprimés sur le processus légal de déclarer quelqu'un d'incompétent, j'ai réalisé que cette lettre représentait une relation qui n'existait que dans le passé. Le fils qui m'avait écrit des poèmes pour la fête des mères et m'avait préparé le petit déjeuner au lit avait été remplacé par un étranger qui me voyait comme un obstacle à la richesse. La découverte la plus cruelle était un brouillon d'email sur l'ordinateur de Tadeu qu'il n'avait jamais envoyé. Daté d'il y a 3 mois, adressé à moi mais jamais livré. Maman, je suis désolée. Je sais que ce que nous faisons n'est pas bien. Serafina dit que tu nous dois pour toutes les années où tu m'as fait me sentir inadéquat. Mais je me souviens d'autres choses aussi. M'apprendre à faire du vélo. Rester debout toute la nuit quand j'avais une pneumonie. Travailler en double quart pour payer mon université. Je me souviens, mais je suis trop engagée maintenant. La dette, le style de vie, Serafina, je ne peux pas tout perdre. Je suis faible, tout comme papa était faible. Je suis désolée. Il l'avait écrit, peut-être dans un moment de clarté, puis avait choisi sa cage dorée plutôt que sa conscience. En lisant cette confession non envoyée dans la lumière bleue de l'écran d'ordinateur, j'ai senti quelque chose changer en moi. La colère demeurait, mais elle était rejointe par la pitié. Mon fils n'était pas seulement un méchant, il était aussi une victime, pris dans une toile de sa propre fabrication, mais une toile néanmoins. Serafina avait identifié ses insécurités et les avait exploitées, transformé ses ambitions en addiction, son amour en levier. Elle l'avait rendu complice de sa propre destruction morale. Mais comprendre n'équivalait pas à l'absolution. Il avait fait ses choix, envoyé sa mère sous la pluie, planifié son emprisonnement. Le billet de loterie brûlait contre ma peau alors que je fermais son ordinateur portable. 23 millions de raisons de recommencer, de les laisser tous les deux derrière. 8 jours restaient à mon compte à rebours vers la liberté. Je suis retournée dans ma chambre au-dessus du garage et me suis allongée dans l'étroit lit, fixant la tache d'eau au plafond qui ressemblait à un oiseau en vol. Demain, je prendrai le premier pas vers ma nouvelle vie. Mais ce soir, je pleurais le fils que j'avais perdu bien avant qu'il n'ait essayé de me jeter. La lettre dans cette boîte poussiéreuse était un fossile d'une relation éteinte, preuve que l'amour avait vécu ici avant que l'avidité ne le tue. J'ai murmuré une prière pour le garçon qu'il avait été, puis j'ai fermé les yeux et rêvé de bureaux de loterie et de nouveaux départs et d'une vie où personne ne confondrait plus jamais ma gentillesse avec de la faiblesse. Ce qui nous ramène à cette misérable nuit d'octobre où tout a changé. La pluie avait commencé vers l'heure du dîner,
Un doux crépitement qui s'est transformé en déluge vers 8 heures. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre au-dessus du garage TA2 et Serafina se préparait pour mon retrait avec l'efficacité de personnes se débarrassant de déchets dangereux. Ils avaient fait ma valise. Si on peut appeler jeter des vêtements au hasard dans un sac faire une valise. J'ai vu Serafina y jeter des chaussures dépareillées et des vêtements d'été malgré les températures en baisse. Elle voulait que je parte, confort soit damné. Il parlait à voix basse en bas, mais les voix portent dans cette maison moderne avec son plan d'étage ouvert et ses plafonds voûtés. L'Uber est prévu pour 9 heures, dit Serafina. Assure-toi qu'elle ne fasse pas de scène. À 8h45, TA2 frappa à ma porte. Maman, nous devons parler. J'étais prête, habillée de mes vêtements les plus chauds avec mes vrais biens essentiels cachés sur moi, le billet de loterie, mes documents, l'argent que j'avais économisé. Je me traînais dehors, jouant mon rôle une dernière fois. Est-ce l'heure du dîner, chérie ? Demandai-je, ajoutant un tremblement à ma voix. Son visage se crispa. Non, maman. Tu te souviens ? Tu vas à Bryarston ce soir. Le bel endroit dont nous avons parlé. Nous n'avions parlé de rien. Il m'avait parlé autour de moi, parlé de moi, mais jamais avec moi. J'étais déjà une non-personne à leurs yeux, un problème à résoudre. Ils m'ont conduite en bas où ma valise attendait près de la porte comme un cercueil. La pluie martelait contre les fenêtres, et le tonnerre roulait dans le ciel. Comme c'est approprié, même la météo comprenait le drame du moment. Maintenant, ne t'inquiète pas, dit Serafina de sa voix faussement douce. Nous viendrons te voir chaque semaine. Mensonge. Une fois que je serai enfermée, ils oublieraient mon existence sauf quand des signatures seraient nécessaires. Nous avons déjà parlé au personnel, ajouta TA2. Ils t'attendent. Le docteur Morrison t'évaluera demain matin. Le docteur Morrison, que je n'avais jamais rencontré, me trouverait sans doute incompétente sur la base de la fiction qui lui aurait servi. Le système était conçu pour faire confiance aux membres de la famille. Qui croirait une vieille femme confuse plutôt que son fils articulé et concerné? La sonnette retentit. C'est ton chauffeur, annonça Serafina, sautillant presque jusqu'à la porte. Mais je n'avais pas terminé. J'avais une dernière carte à jouer. TA2, dis-je clairement, abandonnant l'acte confus. Je veux que tu saches que je te pardonne. Il se figea, sa main sur ma valise. Quoi ? Je l'ai regardé droit dans les yeux, le laissant voir la clarté qui s'y trouvait. Je te pardonne de m'avoir volé. Je te pardonne d'avoir prévu de m'enfermer. Je te pardonne d'avoir choisi elle plutôt que la mère qui t'a aimé. Mais le pardon ne signifie pas que je vais te laisser réussir. La couleur quitta son visage alors qu'il réalisait que j'avais été consciente tout du long. Maman, mais Serafina l'interrompit, son masque glissant. Elle a une crise. C'est exactement pourquoi elle a besoin de soins professionnels. Elle saisit mon bras, ses ongles manucurés s'enfonçant. Allez, Cordelia. Ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. Je me dégageai avec plus de force qu'aucun de nous ne s'y attendait. Ne me touche pas, dis-je calmement. Je pars. Mais pas parce que vous m'y forcez. Parce que je choisis de quitter cette maison de mensonges. Le tonnerre éclata au-dessus, ponctuant mes mots. TA2 regardait entre nous, confusion et culpabilité se livrant bataille sur son visage. Pendant un moment, j'ai revu mon petit garçon, perdu et effrayé. Puis la main de Serafina sur son bras le ramena à sa réalité. Ils m'ont conduite sur le porche où la pluie a immédiatement trempé mon manteau léger. Aucun n'a offert de parapluie. Je me tenais là, valise à la main, la pluie ruisselant sur mon visage, et me sentais étrangement libérée. Qu'ils voient ce qu'ils faisaient, jeter une femme âgée dans une tempête. Que les voisins en soient témoins s'ils regardaient. Que l'univers enregistre ce moment de cruauté. Au revoir, mon fils, dis-je, assez fort pour être entendu au-dessus de la pluie. J'espère que l'argent te rendra heureux. Il tressaillit mais ne répondit pas, se retirant déjà dans la maison où il faisait chaud et sec et où sa conscience pouvait être étouffée par les assurances de Serafina. La conductrice Uber était déjà sortie de la voiture avec un parapluie, avant même qu'il n'ait fermé la porte. « Oh ma pauvre, vous êtes trempée !» s'exclama-t-elle, une véritable inquiétude dans sa voix. Une étrangère montrant plus de compassion que ma propre famille. Elle m'aida à monter dans la banquette arrière, augmentant immédiatement le chauffage. « Bryarston Memory Care », confirma-t-elle, jetant un coup d'œil à son application. « C'est un sacré trajet par ce temps. » Alors que nous nous éloignions, je ne regardais pas en arrière vers la maison.
Mais je souris quand l'éclair illumina le ciel, me montrant le chemin à suivre aussi clairement que si Dieu lui-même m'avait dessiné une carte. Mademoiselle, dis-je alors que nous traversions la tempête, j'ai changé d'avis. Au lieu de Bryarston, pourriez-vous m'emmener à la gare routière Greyhound? Elle croisa mon regard dans le rétroviseur, prenant note de mes vêtements trempés et de mon expression déterminée. Vous vous enfuyiez de la maison, mamie? Demanda-t-elle avec un petit sourire. Non, répondis-je, sentant le billet de loterie en sécurité contre mon cœur. Je cours vers elle. Elle hocha la tête, changea de direction sans autre question, et me conduisit à travers la pluie vers mon avenir. Les essuie-glaces battaient un rythme qui sonnait comme la liberté, et je me laissais imaginer à quoi pourraient ressembler 23 millions de dollars de nouveau départ. Nous avons roulé dans un silence confortable à travers des rues de banlieue vides transformées en rivières par la tempête. La conductrice avait une playlist de jazz doux qui se mêlait à la percussion de la pluie, créant une bande sonore étrangement apaisante pour mon évasion. Chaque kilomètre m'éloignait davantage de la vie que j'avais connue, du fils que j'avais perdu, de l'avenir qu'ils avaient planifié pour moi. Quand nous avons atteint le centre-ville, elle s'est arrêtée sous l'entrée couverte de la gare routière et s'est tournée vers moi. « Vous êtes sûre de cela, ma chérie? C'est une sale nuit pour voyager. » Je lui ai tendu 60 $, beaucoup trop pour la course. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit, dis-je. Merci pour votre gentillesse. Elle m'aida avec mon sac, me pressa une carte de visite dans la main. Je m'appelle Angela. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un retour, quelqu'un à qui parler, appelez-moi. Les anges apparaissent dans des endroits inattendus, souvent portant des uniformes de chauffeurs Uber et tenant des parapluies dans les tempêtes. Le siège de la loterie du Colorado occupait un bâtiment de verre étincelant à Pueblo, tout en lignes épurées et architecture optimiste. Je suis resté dehors pendant 15 minutes, rassemblant mon courage pendant que le vent d'octobre fouettait à travers mon nouveau manteau de friperie de Denver. Et s'ils ne me croyaient pas? Et s'il y avait des complications? Et si Tadeu avait d'une manière ou d'une autre découvert mon plan et était déjà à l'intérieur, attendant avec des avocats et des papiers de tutelle? Le billet de loterie semblait fragile comme du papier de soie dans sa cachette. 23 millions de dollars. Le nombre semblait toujours impossible, comme quelque chose d'un rêve qui s'évaporerait au moment où j'essaierais de le réclamer. Le garde de sécurité à l'entrée, un type grand-père aux yeux bienveillants, remarqua mon hésitation. « Puis-je vous aider, madame ?» J'ai redressé ma colonne vertébrale. 82 ans de vie m'avaient donné le droit de franchir n'importe quelle porte que je choisissais. J'ai besoin de réclamer un prix, dis-je, fier que ma voix ne tremble pas. Il sourit. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Les bureaux de la loterie sont au 3e étage. Les ascenseurs sont à votre droite. L'intérieur du bâtiment n'était que marbre et lumière matinale, rien comme la prison grise où ils avaient essayé de m'envoyer. Mes chaussures orthopédiques grinçaient sur le sol poli tandis que je me dirigeais vers l'ascenseur, chaque pas me rapprochant de ma nouvelle vie. La salle d'attente du bureau de la loterie aurait pu être n'importe quel bâtiment gouvernemental, murs beige, chaises inconfortables, l'odeur de café brûlé. Mais l'énergie était différente. L'espoir vivait ici, mêlé d'incrédulité et de joie à peine contenue. Un jeune couple se tenait par la main dans le coin, probablement là pour un prix plus petit mais non moins excité. Je me suis approché du guichet où un jeune homme au visage sincère et trop de gel dans les cheveux attendait. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai sorti le billet avec des doigts tremblants, lissant les plis de son temps en cachette. « J'aimerais réclamer ceci, s'il vous plaît. » Ses yeux s'élargirent en scannant les numéros, puis les scannèrent à nouveau. « Madame, pourriez-vous attendre juste un moment ?» Il disparut dans un bureau arrière, et j'entendis des chuchotements excités, le bruissement de papier, des claviers cliquetants. Quelque chose n'allait pas? Avais-je attendu trop longtemps? Mais ensuite, il revint avec 2 autres employés et une femme en tailleur qui se présenta comme Patricia Chen, la directrice de la loterie. « Madame Blackwood, dit-elle, son sourire sincère, voulez-vous venir avec nous, s'il vous plaît? Nous avons une salle plus privée pour les réclamations de cette ampleur. » Les 2 heures suivantes passèrent dans un flou de vérification, paperasse et excitation à peine contenue des responsables de la loterie. Ils ont passé le billet à travers plusieurs machines, vérifié minutieusement mon identité, posé des questions de sécurité auxquelles seul je pouvais répondre. « C'est l'un de nos plus gros prix non réclamés, expliqua Patricia. Nous sommes si heureux que vous vous soyez manifesté avant la date limite. 7 jours. J'y étais arrivé avec 7 jours d'avance. Ils m'ont offert des options.
Somme forfaitaire ou paiement de rente? Somme forfaitaire, dis-je sans hésitation. J'avais 82 ans. Je n'avais pas 30 ans à attendre pour le paiement complet. Après impôt, je recevrais environ 14 millions de dollars. 14 millions. Assez pour disparaître, recommencer, vivre sans craindre d'être jeté. Maintenant, Madame Blackwood, dit doucement Patricia, nous pouvons organiser de la publicité si vous le souhaitez, photos, communiqués de presse, tout le package. Ou vous pouvez rester anonyme. La loi du Colorado permet aux gagnants de réclamer en privé. Anonyme. Le mot avait un goût de liberté. Je préférerais la confidentialité, dis-je rapidement. J'ai des considérations familiales. Elle hocha la tête avec compréhension. Probablement pas la première gagnante à avoir des parents qui compliqueraient les choses. Ils ont organisé le virement de l'argent sur un nouveau compte bancaire, un qui ne nécessitait que ma signature, un qu'aucune procuration ne pouvait toucher. L'ironie était délicieuse. Le contrôle soigneusement accumulé de Tadeu sur mes finances était maintenant sans valeur. Ils m'ont offert des références de conseillers financiers, des recommandations de sécurité, même des services de conseil pour le syndrome de richesse soudaine. Mais tout ce que je voulais, c'était sortir de là avec ma nouvelle vie assurée. Alors que je signais les derniers papiers, Patricia demanda « Que ferez-vous en premier ?» J'ai pensé à Tadeu et Serafina, découvrant probablement que je n'étais jamais arrivé à Briarston. Disparaître, dis-je honnêtement. J'ai besoin de disparaître pendant un moment. Elle serra doucement mon épaule. Quoi que vous ayez besoin de faire, Madame Blackwood. Cet argent est le vôtre. Vous avez gagné le droit de l'utiliser comme vous l'entendez. J'ai quitté le bâtiment 3 heures après y être entré, semblant exactement la même mais fondamentalement transformée. Dans mon sac à main se trouvait une nouvelle carte de débit liée à un compte contenant 14 millions de dollars. 14 millions. Je me suis arrêté à un distributeur automatique juste pour vérifier le solde, pour voir tous ces zéros alignés comme des soldats me protégeant. Puis j'ai ri, j'ai vraiment ri à haute voix sur un coin de rue de Pueblo comme une folle. Peut-être que j'étais folle. Folle de chance. Folle de liberté. Folle de richesse. Un homme d'affaires qui passait m'a lancé un regard inquiet, pensant probablement que j'étais une femme âgée confuse ayant une crise. S'il savait seulement. J'ai pris un taxi jusqu'à un hôtel modeste près du centre-ville, toujours paranoïaque à l'idée de laisser des traces. Le réceptionniste, à peine sorti de l'adolescence, n'a pas sourcillé quand j'ai payé en espèces une semaine à l'avance. Aurez-vous besoin d'autre chose, Madame Smith? J'avais donné un faux nom par habitude. Juste de l'intimité, dis-je. La chambre était propre et anonyme, couvre-lit fleuri, œuvre d'art générique, vue sur le parking. Mais elle était à moi, payée avec mon argent, choisie par ma propre volonté. Je me suis assise sur le lit et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis les funérailles de Robert. J'ai sangloté, de grands sanglots déchirants qui venaient de quelque part de profond et primordial. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de soulagement, de libération, de résurrection. Ce soir-là, j'ai commandé le service d'étage, un dîner de steak avec tous les accompagnements, un gâteau au chocolat pour le dessert, un verre de bon vin. La nourriture était médiocre, mais elle avait le goût de l'ambroisie parce que je l'avais choisie. Personne ne surveillait ma consommation de sel, ne contrôlait mes portions, ne décidait ce qui était approprié pour quelqu'un de mon âge. J'ai appelé Eleanor depuis mon téléphone prépayé, ayant besoin d'entendre une voix amicale. Cordelia, Alta-TL. Dieu merci, tu vas bien. Tadeu a appelé tout le monde. Il dit que tu es confuse, que tu t'es égarée. J'ai souri à mon reflet dans le miroir de l'hôtel, yeux clairs, menton déterminé, éclat de gagnante de loterie. Je ne suis pas confuse, Eleanor. Je pense enfin clairement. Et je ne reviendrai jamais. Phoenix m'avait toujours appelé, même son nom promettant une renaissance. Je suis arrivé par un matin frais de novembre, l'air du désert si différent de l'humidité perpétuelle de chez moi. Le chauffeur de taxi qui m'a prise à l'aéroport était bavard, indiquant des points de repère, recommandant des restaurants, me traitant comme une touriste au lieu d'une réfugiée. Première fois à Phoenix, demanda-t-il. Première fois pour beaucoup de choses, répondis-je, regardant les montagnes s'élever comme des gardiens anciens autour de la vallée. J'avais soigneusement fait des recherches pendant ma semaine à Denver, endroit où vivre, système bancaire, protection juridique. Phoenix était parfait, assez grand pour y disparaître, assez chaud pour des os vieillissants, assez loin de Tadeu pour respirer librement. La communauté de vie pour personnes âgées que j'avais choisie,
Desert Bloom Active Living, n'avait rien à voir avec Brierstone Memory Care. Pas de porte verrouillée, pas d'odeur médicale, pas de sentiment d'être entreposé. À la place, il y avait des casitas avec des patios privés, 3 piscines, une bibliothèque qui rivalisait avec celle publique de chez moi, et des résidents qui jouaient au tennis à l'aube et au poker à minuit. Nous avons un logement disponible immédiatement, dit l'agent de location, Maria, pendant notre visite. C'est un 2 chambres avec vue sur les montagnes. L'ancien locataire a déménagé pour être plus proche de ses petits-enfants. Je n'ai pas mentionné que je n'avais pas de petits-enfants dont je pourrais me rapprocher, que mon seul enfant avait essayé de me jeter comme du lait périmé. J'ai loué la casita sur le champ, 3500 $ par mois, ce qui aurait été impossible avec ma pension mais était de la petite monnaie maintenant. Maria n'a pas sourcillé quand j'ai payé 6 mois d'avance, en espèces. Nous avons tous les types ici, dit-elle avec un clin d'œil. Ancien PDG, professeur retraité, même quelques gagnants de loterie. J'ai gardé mon visage de poker, mais intérieurement je souriais. Oui, des gagnants de loterie en effet. Les déménageurs que j'ai engagés ont installé mes nouveaux meubles, tous achetés neufs, rien de mon ancienne vie, pendant que j'explorais la communauté. Il y avait Barbara de Chicago, qui avait échappé à ses propres enfants contrôlants. Jim de New York, veuf comme moi mais déterminé à vivre pleinement. Dr Patel, indifférent, qui dirigeait le club de lecture de la communauté et avait déjà pressé 3 romans policiers dans mes mains. Ma nouvelle vie a pris forme rapidement. Aquagym matinal avec la mafia de la piscine autoproclamée. 6 femmes entre 70 et 90 ans qui avaient été nageuses synchronisées dans leur jeunesse. Bénévolat l'après-midi à l'hôpital pour enfants de Phoenix, où mon expérience d'infirmière était bienvenue et valorisée. Jeux de cartes le soir où les enjeux étaient des bonbons mais la compétition était féroce. Je me suis présentée simplement comme Cordelia, une infirmière retraitée de l'Est. Aucune mention de gain à la loterie, d'enfant ingrat ou d'évasion étroite. Juste une autre veuve profitant au maximum de ses années restantes, ce qui était assez vrai. L'appel d'Eleanor est venu 3 semaines après mon arrivée. Il a des problèmes, Cordelia, rapporta TL. Serafina l'a quitté. Elle a pris ce qu'elle pouvait et s'est enfuie en Californie. La maison est en forclusion. Il appelle tout le monde, désespéré de te trouver. Je me suis assise sur mon patio, regardant les colibris se battre pour la mangeoire que j'avais accrochée, me sentant étrangement détachée du drame. A-t-il dit pourquoi il veut me trouver? Eleanor hésita. Il a mentionné quelque chose à propos d'un billet de loterie. Il a dit que tu devais être confuse, que tu l'avais acheté avec une carte de crédit à ton nom, donc techniquement c'est le sien. Le délire m'a fait rire. Même maintenant, même ruiné, il pensait que ma bonne fortune lui appartenait de droit. Dis-lui, dis-je soigneusement, que je suis en sécurité, que je vais bien, et que j'ai pris des dispositions pour mon avenir qui ne l'inclut pas. Dis-lui que la maison sur Thornfield sera donnée à Home First. Il aide les seniors sans abri. Les comptes de retraite, ce qu'il en reste, établiront une bourse pour les étudiants en soins infirmiers de famille à faible revenu. Il a déjà pris plus que sa part. Eleanor resta silencieuse un moment. Et s'il demande à propos de la loterie? Je souris, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Quelle loterie? Je ne suis qu'une vieille femme confuse, rappelle-toi? Mes millions restaient secrets, soigneusement gérés par l'équipe financière que j'avais engagée. La plupart étaient investis de façon conservatrice. Je ne vivrai jamais assez longtemps pour épuiser 14 millions de dollars, peu importe combien de temps je vivrai. Mais j'avais déjà commencé à les donner tranquillement. Dons anonymes à l'hôpital où j'avais travaillé. Bourse pour les mères célibataires poursuivant des études d'infirmière. Une nouvelle camionnette pour le centre pour personnes âgées de mon ancien quartier. Je ne pouvais pas l'emporter avec moi, et j'avais appris à mes dépens que le laisser à la famille ne faisait qu'engendrer droit et avidité. Mieux valait le répandre comme des graines, le laisser faire pousser quelque chose de beau dans un sol qu'il apprécierait. Un soir, en jouant au bridge avec mes nouveaux amis, Barbara m'a interrogé sur ma famille. Juste un fils, dis-je, me concentrant sur mes cartes. Nous sommes brouillés. Elle hocha la tête avec compréhension. Les miens aussi. 3 enfants, et pas un seul d'entre eux ne supportait que je vive ma propre vie. Ils voulaient me répartir entre eux comme un meuble, 2 mois ici, 3 mois là. Je leur ai dit que je n'étais pas un multipropriété. Nous avons tous ri, mais c'était le rire amer de femmes qui avaient appris que la maternité ne garantissait pas l'amour, que le sacrifice n'assurait pas la gratitude, que les enfants pouvaient devenir des étrangers malgré nos meilleurs efforts.
J'étais à Phoenix depuis 2 mois quand j'ai finalement arrêté de regarder par-dessus mon épaule. Cessez de m'attendre à ce que ta 2 apparaisse en exigeant des explications ou de l'argent ou les deux. Le billet de loterie, maintenant encadré et accroché dans ma chambre où seul je pouvais le voir, était devenu moins une question d'argent et plus une question de moment. Le moment où j'ai choisi moi-même. Le moment où j'ai refusé d'être effacé. Le moment où j'ai découvert que 82 ans n'était pas trop tard pour recommencer. Le désert enseignait la patience. Des fleurs qui attendaient des années les conditions parfaites pour fleurir. J'étais une fleur du désert à floraison tardive, épineuse peut-être, mais s'ouvrant enfin au soleil. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils voulaient me mettre dans un foyer, et je m'y étais mise moi-même, juste pas dans la prison qu'ils avaient choisie. Ils voulaient contrôler mon argent, et maintenant je contrôlais plus qu'ils n'en avaient jamais rêvé. Ils voulaient que je disparaisse, et j'avais disparu, juste pas de la façon qu'ils avaient prévue. Chaque matin, je me réveillais avec des vues sur les montagnes et des possibilités. Chaque soir, je m'endormais au son des hiboux et à la connaissance que je n'étais redevable à personne. Le billet de loterie m'avait acheté plus que de l'argent. Il m'avait acheté le prix le plus rare de tous, une seconde chance dans la vie, selon mes propres conditions, sans avoir besoin de la permission de personne. La lettre que j'ai envoyée à ta 2 a été composée après plusieurs brouillons, chaque version plus en colère que la dernière jusqu'à ce que je trouve enfin le bon ton, ferme mais pas cruel, honnête mais pas vindicatif. Mon avocat à Phoenix, une femme perspicace nommée Diane spécialisée en droit des aînés, l'a examiné attentivement. Vous êtes plus généreuse que nécessaire, observa-t-elle. Il pourrait faire face à de graves accusations pour ce qu'il a fait. Mais je n'étais pas intéressée par la vengeance à travers les tribunaux et les menottes. Je voulais quelque chose de plus propre, la vérité livrée avec une précision chirurgicale, des conséquences qui venaient de ses propres choix plutôt que de ma vindicte. Cher ta 2, commençait la version finale. À ce stade, tu as découvert que je ne suis ni confuse ni perdue. Je vis indépendamment dans un endroit de mon choix, avec des ressources que tu n'as jamais su exister. Oui, je sais pour le billet de loterie. Il était à moi, acheté en espèces la veille de mon AVC, caché là où même les doigts avides de Serafina ne pouvaient pas le trouver. Je sais pour les cartes de crédit à mon nom, les signatures falsifiées, les plans pour m'institutionnaliser pour profit. J'ai des preuves de tout. Je pouvais imaginer son visage en lisant ces mots, la couleur se vidant alors qu'il réalisait à quel point ses tromperies avaient été exposées. La lettre continuait. Je ne porterai pas plainte, bien que mon avocat m'assure que l'affaire serait simple. Considère ceci comme mon dernier cadeau pour toi, le cadeau de ne pas avoir de casier judiciaire. En retour, tu cesseras toute tentative de me trouver ou de me contacter. La maison sur l'avenue Thornfield sera donnée à Home First, une organisation caritative servant les personnes âgées sans abri, des personnes dont les familles les ont laissées tomber tout comme tu m'as laissé tomber. Mes comptes de retraite restants financeront des bourses d'études en soins infirmiers. Tu as déjà volé plus de 200 000 $ par fraude. Considère cela comme ton héritage, reçu tôt et obtenu malhonnêtement. J'ai inclus une copie de la lettre que j'avais trouvée dans son bureau, celle de son 18e anniversaire. Tu l'as gardée, ai-je écrit. Ce qui me dit que quelque part, enfoui sous l'influence de Serafina et ta propre avidité, tu te souviens de la mère qui t'aimait inconditionnellement. Je ne sais pas quand cet amour est devenu insuffisant, quand tu as commencé à me voir comme une ressource plutôt qu'une personne, mais j'ai besoin que tu saches que malgré tout, je te pardonne. Pas pour toi, tu devras gagner ta propre absolution, mais pour moi. Porteur, la haine est trop lourd à mon âge. Le dernier paragraphe était le plus difficile à écrire. J'ai passé 47 heures en travail pour te mettre au monde. Je t'ai tenu à travers les coliques, la varicelle et les défaites de championnat. J'ai travaillé en double quart pour payer ton université, célébrer tes succès, pleurer tes échecs. Je t'ai tout donné, et quand ce n'était pas assez, tu as essayé de prendre le peu que j'avais gardé pour moi-même. Alors maintenant je le reprends, pas l'argent que tu as volé, mais ma dignité, mon autonomie, mon droit de vivre sans craindre d'être jeté. Ne me contacte pas. Ne me cherche pas. Vis avec tes choix, comme je suis enfin libre de vivre avec les miens. Ta mère, Cordelia. Diane a envoyé la lettre par courrier recommandé à son appartement. Oui, je savais qu'il avait perdu la maison sur Willowbend Court par forclusion. Eleanor m'avait tenu informé de sa chute, l'abandon de Serafina, la montagne de dettes qu'elle avait laissée derrière elle, ses tentatives désespérées pour me localiser et l'argent de la loterie qu'il croyait toujours mériter. L'accusé de réception est revenu signer de son écriture familière, et j'ai senti un chapitre se fermer avec cette simple signature. Il avait reçu ma vérité.
Ce qu'il en ferait n'était plus mon souci. Eleanor a appelé une semaine plus tard avec sa réponse. Il était apparu à sa porte, la lettre serrée dans sa main, des larmes coulant sur son visage. Il voulait que je te dise qu'il est désolé, rapporta-t-elle. Il dit qu'il se souvient de tout, le jardin de roses, les histoires au coucher, comment tu fabriquais ces costumes d'Halloween à la main. Il sait qu'il a tout détruit. J'ai fermé les yeux, imaginant mon petit garçon dans le costume de robot que j'avais fabriqué avec du carton et de l'amour. Dis-lui, dis-je finalement, que je me souviens aussi. Mais ce souvenir n'est pas suffisant pour reconstruire ce qu'il a brûlé. Les dons étaient déjà en mouvement. La maison sur Thornfield, scène de tant de souvenirs à la fois beaux et amers, deviendrait un logement de transition pour les personnes âgées sans abri. J'avais rencontré la directrice de Home First via un appel vidéo, et elle avait pleuré quand j'ai expliqué mon raisonnement. Beaucoup de nos clients sont des parents dont les enfants les ont abandonnés, avait-elle dit. Votre don va littéralement sauver des vies. Les bourses d'études en soins infirmiers ont été établies au collège affilié à mon ancien hôpital, la préférence étant donnée aux mères célibataires et aux étudiants de première génération. J'avais insisté sur l'anonymat, pas de bourse Cordelia Blackwood pour nourrir mon ego. Juste de l'aide pour ceux qui en avaient besoin, sans condition. Ma nouvelle vie à Phoenix avait développé son propre rythme. Promenade matinale pendant que le désert était encore frais, observant les grands géocoucous darder entre les cactus. Petit déjeuner avec la mafia de la piscine, où nous bavardions comme des adolescentes et préparions notre prochaine routine de natation synchronisée. Nous étions terribles mais enthousiastes. Bénévolat à l'hôpital pour enfants, où je berçais les nouveau-nés et lisais des histoires jusqu'à ce que ma voix devienne rauque. Déjeuner au café communautaire, où Jim de New York tenait sa cour avec des histoires de son époque comme machiniste de Broadway. Sieste l'après-midi parce que j'avais gagné le droit de me reposer quand bon me semblait. Jeu de cartes le soir où je perdais généralement mais ne m'en souciais jamais parce que le rire valait plus que la victoire. J'avais fait un achat majeur avec mes gains de loterie. Une petite voiture argentée, rien de fantaisiste mais fiable et à moi. Je n'avais jamais possédé une voiture entièrement. Il y avait toujours eu des prêts, des titres partagés avec Robert, une dépendance envers les autres pour le transport. Maintenant, je me conduisais moi-même aux rendez-vous médicaux, aux épiceries, partout où je voulais. Parfois, je conduisais dans le désert juste pour regarder le coucher de soleil peindre les montagnes dans des teintes de pardon. 82 ans et finalement derrière mon propre volant, littéralement et figurativement. La métaphore ne m'échappait pas. Le contrôle de sa propre direction est précieux à tout âge, mais surtout lorsque d'autres ont essayé de tracer votre route vers nulle part. Cela fait exactement 1 an depuis cette nuit d'octobre où Tadeu et Serafina m'ont jeté sous la pluie, croyant qu'ils m'envoyaient à ma perte. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré vers ma résurrection. Je me suis réveillé ce matin dans ma casita ensoleillée, ne vérifiant plus le billet de loterie qui vivait autrefois contre mon cœur. Il est maintenant encadré sur le mur de ma chambre, non pas comme un trophée, mais comme un rappel que le salut peut se cacher dans les plus petits espaces, que l'espoir peut survivre même quand tout le reste est volé, que parfois ce qui ressemble à une fin est en réalité un début déguisé. Le désert a été un bon professeur. Il me montre quotidiennement comment la beauté prospère dans des conditions difficiles, comment la vie trouve un chemin même dans un sol apparemment stérile. Le palo verdé devant ma fenêtre fleurit d'un jaune brillant malgré la chaleur. Les cactus barils stockent l'eau précieuse pour la survie. L'ocotillo attend patiemment la pluie, puis explose en fleurs rouges comme les feux d'artifice de la nature. J'ai appris à être comme eux, résiliente, patiente, fleurissant selon mon propre calendrier plutôt que selon les attentes de quiconque. À 83 ans maintenant, je suis le membre le plus âgé de la mafia de la piscine et j'en suis fier. Ma natation synchronisée est passée de terrible à simplement mauvaise, mais ma joie dans l'eau est de niveau olympique. Le mois dernier, j'ai fait installer un jardin commémoratif au refuge Home First qui a reçu ma maison. Rien de fantaisiste, des plantes du désert qui nécessitent peu d'eau, une ramada d'ombre, des bancs où les âmes fatiguées peuvent se reposer. La plaque se lit, à la mémoire de toutes les mères qui ont tout donné et ont été oubliées. Puissiez-vous trouver paix, repos et reconnaissance ici. Eleanor le visite parfois et envoie des photos. Elle me dit que d'anciens voisins s'y arrêtent, laissant des fleurs ou s'asseyant simplement tranquillement. Elle mentionne aussi, soigneusement, que Tadeu y va aussi. Toujours seul, généralement tôt le matin, restant parfois des heures parmi les roses du désert qui lui rappellent le jardin que j'entretenais autrefois avec tant d'amour. Il reconstruit sa vie, rapporte Eleanor. Travaillant maintenant dans une organisation à but non lucratif, ironique,
compte tenu de son dévouement précédent au profit avant tout. Vivant simplement dans un studio, prenant le bus pour aller au travail, apprenant ce que son père avait toujours su, qu'il y a de la dignité dans le travail honnête, indépendamment du salaire. Il fait du bénévolat dans une banque alimentaire le week-end, essayant peut-être d'équilibrer les plateaux du karma. Serafina a complètement disparu après avoir vidé leur compte commun, aperçu pour la dernière fois à Los Angeles avec son entraîneur personnel. J'espère qu'elle trouve ce qu'elle cherche, bien que je soupçonne que le bonheur lui échappera tant qu'elle croira qu'il peut être acheté ou volé plutôt que gagné. Je ne les déteste plus ni l'un ni l'autre. La haine est un luxe que je ne peux pas me permettre quand mes jours sont comptés par des tables actuarielles plutôt que par des suppositions. Tadeu était faible, pas mauvais. Serafina était brisée, pas au-delà de la rédemption. C'étaient deux personnes qui confondaient amour et possession, soutien et contrôle, famille et opportunité financière. Leur trahison m'a libérée d'une manière que la gratitude n'aurait jamais pu. S'ils avaient été gentils, je serais morte dans cette chambre au-dessus du garage, ne sachant jamais la fortune cachée dans mon soutien-gorge, ne découvrant jamais que je pouvais construire une vie de joie et de but à un âge où la plupart des gens écrivent leur dernier chapitre. Ma fortune a trouvé ses objectifs. Dons anonymes à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, parce que la confusion, réelle ou fabriquée, ne devrait jamais être utilisée comme une arme contre les personnes âgées. Bourse pour les étudiants en soins infirmiers, parce que le monde a besoin de plus de guérisseurs. Soutien aux centres pour personnes âgées, aux bibliothèques et aux programmes d'alphabétisation. Un fonds pour les personnes âgées fuyant des situations familiales abusives. Il s'avère que je n'étais pas unique à avoir des enfants qui voyaient des signes de dollars au lieu du visage de leur mère. L'argent s'écoule régulièrement, soigneusement géré mais généreusement distribué. Je ne dépenserai jamais 14 millions pour moi-même, mais je peux m'assurer qu'il fait pousser de bonnes choses dans le monde longtemps après mon départ. Le bénévolat à l'hôpital pour enfants de Phoenix est devenu le point culminant de mes semaines. Hier, j'ai tenu un bébé prématuré dont les parents étaient fous de peur. C'est une battante, leur ai-je dit, regardant la petite poitrine monter et descendre avec détermination. Regardez cette force de préhension. Elle sait ce qu'elle veut, la vie. Ils ont pleuré, et je me suis souvenu de tenir le petit à deux de la même façon, m'émerveillant de ses doigts parfaits, lui promettant le monde. Je lui ai tout donné. Ce n'était pas assez pour lui, mais c'est sa perte, pas mon échec. Les bébés que je berce maintenant ne se soucient pas de mon compte bancaire ou de mon immobilier. Ils ont juste besoin de chaleur, de réconfort et de la magie ancienne des bras d'une grand-mère. Ce matin, j'ai planté un petit jardin sur mon patio, rien comme les roses à Thornfield, juste quelques herbes et fleurs du désert qui peuvent supporter la chaleur. En travaillant le sol, j'ai pensé aux racines et à la croissance, à ce que nous plantons et ce que nous récoltons. J'ai planté l'amour dans mon fils et récolté la trahison. Mais de ce fruit amer est venue la plus douce liberté. À 83 ans, je fleuris comme le désert après la pluie, inattendue, vibrante, et entièrement selon mes propres conditions. Le billet de loterie m'a donné de l'argent, mais le courage m'a tout donné d'autre. Le courage de partir, de recommencer, de me choisir après une vie à choisir les autres. Alors que le soleil se couche sur les montagnes, peignant le ciel dans des teintes de rose et d'or, j'arrose mon petit jardin et pense au pardon. Pas celui qui excuse ou oublie, mais celui qui libère. Je pardonne à Tadeu d'avoir perdu son chemin. Je pardonne à Serafina de n'avoir jamais eu de chemin pour commencer. Je me pardonne de ne pas avoir vu les signes plus tôt, d'avoir facilité la dysfonction par mon don sans fin. Surtout, je pardonne à l'univers pour ce voyage étrange qui m'a mené de la trahison au triomphe, de l'abandon à l'indépendance, de la pluie à l'arc-en-ciel. Demain, la mafia de la piscine tente une nouvelle routine sur respect d'Aretha Franklin. Cela semble approprié, une chanson sur l'exigence de ce que nous méritons, interprétée par des femmes qui ont appris que le respect, comme les billets de loterie, vient parfois quand on s'y attend le moins mais qu'on en a le plus besoin. Je vais probablement rater la chorégraphie, mais je rirai à travers les erreurs. Parce que c'est ce que vous faites quand vous avez 83 ans et que vous êtes libre. Vous riez, vous vivez, vous vous souvenez que chaque fin n'est qu'un début déguisé. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, vous gagnez à la loterie de plus d'une façon. Et c'est là que se termine l'histoire de Cordelia, mais peut-être où commence la vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être vous êtes-vous reconnu quelque part dans ces mots. Peut-être êtes-vous le parent oublié, déversant de l'amour sur des enfants qui ont appris à vous voir comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Peut-être êtes-vous l'enfant adulte, pris entre l'obligation et le ressentiment, oubliant que vos parents sont des êtres humains avec leurs propres rêves différés et leur dignité méritée. Ou peut-être êtes-vous quelqu'un à qui on a dit que vous êtes trop vieux pour recommencer,
trop faible pour tenir seul, trop oublié pour compter dans un monde qui vénère la jeunesse et jette la sagesse. Le billet de loterie de Cordelia valait 23 millions de dollars, mais le vrai prix était quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, le courage de se choisir elle-même après une vie à choisir tout le monde. Tout le monde ne trouvera pas un billet gagnant caché dans son soutien-gorge, mais nous avons tous quelque chose de précieux caché en nous, le pouvoir de dire assez, la force de recommencer, la sagesse de savoir que l'amour ne devrait pas nous coûter notre dignité, notre autonomie ou notre paix d'esprit. Le plus grand gain à la loterie n'est pas toujours une question d'argent. Parfois il s'agit de reconnaître sa propre valeur quand d'autres ont essayé de vous convaincre que vous n'en avez aucune. À chaque personne âgée qui regarde et qui a été amenée à se sentir petite, invisible ou jetable, vous n'êtes pas le distributeur automatique de vos enfants. Vous n'êtes pas un problème à résoudre ou un actif à dépouiller. Vous n'êtes pas trop vieux pour fleurir exactement là où vous choisissez de vous planter. Votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous pouvez fournir mais par qui vous êtes, une personne avec des décennies d'expérience, une sagesse gagnée à travers la joie et la peine, et le droit absolu de vivre vos années restantes selon vos propres conditions. Si les personnes qui devraient vous aimer le plus ne voient que des signes de dollars là où votre visage devrait être, souvenez-vous de Cordelia. Parfois, le plus grand acte d'amour est de partir. À chaque enfant adulte aux prises avec des parents vieillissants, souvenez-vous qu'un jour, si vous avez de la chance, vous serez vieux aussi. La façon dont vous traitez vos parents est le plan que vous laissez pour votre propre avenir. Ils ne sont pas seulement des obstacles à l'héritage ou des problèmes à gérer. Ce sont des êtres humains qui vous ont autrefois tenus à travers des cauchemars, ont sacrifié leurs rêves pour les vôtres et vous ont aimé avant que vous ne puissiez offrir quoi que ce soit en retour. Si vous vous sentez dépassé par leurs soins, cherchez de l'aide, mais ne cherchez pas à les effacer. Le karma que vous créez par vos actions envers les personnes âgées sera un jour le karma que vous recevrez. Et à tous ceux qui se sont déjà sentis piégés par les attentes familiales, culpabilisés par les liens du sang, ou à qui on a dit que l'ADN exige un sacrifice sans fin. Parfois, le plus grand acte d'amour est de lâcher prise. Parfois, la seule façon de sauver une relation est de s'en éloigner. Parfois, vous devez tout perdre pour réaliser que vous aviez déjà tout ce dont vous aviez besoin en vous-même. Cordelia a perdu un fils mais s'est retrouvée elle-même. Elle a perdu une maison mais a trouvé un foyer. Elle a perdu son identité en tant que mère de quelqu'un et a trouvé son identité en tant que personne à part entière. Ce n'est pas une tragédie, c'est un triomphe. Cordelia a planté un jardin commémoratif avec son ancienne maison, mais elle est devenue son propre jardin, fleurissant tard, fleurissant brillamment, fleurissant selon ses propres conditions. La pluie qui aurait dû la noyer a plutôt arrosé des graines de force qu'elle ne savait pas avoir plantées. Le fils qui a essayé de l'enterrer a plutôt dégagé le terrain pour sa résurrection. Le billet de loterie n'était que du papier et des chiffres. La vraie victoire est venue de se choisir elle-même quand tout le monde l'avait choisi pour être jeté. À 82 ans, elle a prouvé que les fins ne sont que des débuts déguisés, qu'il n'est jamais trop tard pour votre propre rebondissement, que parfois la meilleure vengeance est une vie bien vécue. Que planterez-vous aujourd'hui? Quelles graines de respect de soi, de limites et de joie attendent dans le sol de votre âme? Quels billets de loterie de possibilités sont cachés dans les poches de votre douleur? N'attendez pas que quelqu'un d'autre valide votre valeur. Réclamez-la vous-même. Ne laissez personne, quelle que soit sa relation avec vous, vous convaincre que votre valeur a une date d'expiration. Vous n'êtes pas du lait qui tourne ou du pain qui moisit. Vous êtes du vin qui s'améliore avec l'âge, de la sagesse qui s'approfondit avec l'expérience, de la force qui se construit avec chaque tempête survécue. Merci de vous être joint à Cordelia dans son voyage de l'abandon à l'abondance, de la trahison à la percée, de la pluie à l'arc-en-ciel. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, un parent se sentant oublié, une personne âgée confrontée à la pression familiale, quiconque a besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Et rappelez-vous, chaque fin peut être un nouveau début, si vous êtes assez courageux pour tourner la page et écrire votre propre prochain chapitre. Jusqu'à la prochaine fois, ceci est votre rappel que les billets de loterie se présentent sous de nombreuses formes, parfois comme des opportunités, parfois comme du courage, parfois comme la simple décision de se valoriser quand les autres ne le feront pas. Vérifiez vos poches, vérifiez votre cœur, vérifiez votre esprit. Vos numéros gagnants pourraient déjà être là, attendant que vous réclamiez votre prix. Et rappelez-vous, le plus gros jackpot n'est pas l'argent. C'est la liberté. C'est la dignité. C'est la connaissance que vous êtes précieux à tout âge, digne à n'importe quel stade, et capable de fleurir quand bon vous semble. La pluie viendra, elle vient toujours. Mais vous décidez si elle vous noie ou arrose votre jardin. Choisissez le jardin. Choisissez-vous. Choisissez de fleurir. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.